J'ai le plaisir de présenter Sarah Lemler, qui va parler de modèle proie-prédateur, fiché là. Donc, c'est un modèle de dynamique des populations. Et juste pour préciser, Sarah est maîtresse de conférence à Centrale Supélec et chercheuse dans le laboratoire mix mathématiques et informatique pour la complexité et les systèmes. Voilà, c'est à toi, Sarah. Et je vais couper mon micro parce que c'est pas agréable. Merci beaucoup, Colette. Donc, merci pour l'introduction. Donc, effectivement, je suis maître de conférence. Donc, je fais à la fois de l'enseignement à des élèves ingénieurs à l'école centrale Supélec en mathématiques et de la recherche. Je suis plutôt spécialisée en statistique. Mais je travaille également, j'ai un projet de recherche sur des modèles proie-prédateurs et c'est ça que j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui dans le cas du modèle proie-prédateur classique pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Donc déjà, quand on parle de modèle proie-prédateur... Excuse-moi Sarah, mais c'est juste pour dire à Colette qu'elle peut couper sa vidéo parce que sa caméra est mise en évidence et on la voit aussi. Très bien, merci Ludovic. Donc, ouais. Quand on parle de modèle proie-prédateur, déjà, modèle, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, quand on cherche à écrire un modèle, c'est qu'on va chercher à avoir une représentation à l'aide d'outils mathématiques tels que des équations d'un phénomène qu'on peut observer. Ici, le phénomène naturel auquel on va s'intéresser, c'est le phénomène qu'on appelle prédation. C'est-à-dire qu'on a un animal prédateur qui va manger un animal qui est une proie. Et donc, on va chercher à représenter cette interaction, cette rencontre entre un prédateur et sa proie. Donc, une modélisation, ça va permettre de représenter, on a dit, un phénomène naturel. Et ensuite, on va pouvoir étudier ce modèle, soit d'un point de vue théorique, soit d'un point de vue plus numérique ou qualitatif, c'est-à-dire essayer de modifier un peu le modèle pour voir comment se comportent les solutions et voir si ça colle plus ou moins bien à ce qu'on observe dans la réalité. Donc ici, je vais commencer par vous présenter donc, le modèle classique proie-prédateur qui est le modèle de Lotka-Volterra. Je vous présenterai ensuite les données avec lesquelles on va travailler et les objectifs. Donc, comme son nom l'indique, le modèle proie-prédateur de Lotka-Volterra a été introduit par deux mathématiciens, Lotka et Volterra. Donc c'est un modèle mathématique qui a été proposé pour l'écologie. Le principe, c'est qu'on a deux populations. On a une population de proies et une population de prédateurs. Et comme je l'ai déjà dit, les prédateurs vont manger les proies. Et on cherche à regarder l'évolution au cours du temps du nombre de proies et de prédateurs. Donc, Lotka et Volterra ont tous les deux proposé un modèle pour représenter ce phénomène-là. Alors, pas ensemble, ils l'ont proposé à peu près à la même période, 1925-1926, séparément. Pour la petite histoire, Vito Volterra s'est intéressé à ces problèmes d'équilibre entre espèces grâce ou à cause de son beau-fils, Umberto d'Ancona, qui était écologue et qui s'intéressait plus précisément à la pêche dans des ports italiens. Et ce que d'Ancona a mis en évidence, c'est que pendant la Première Guerre mondiale, alors qu'il y avait moins de pêche, eh bien, le nombre de poissons prédateurs, donc ce qu'on appelle poissons prédateurs, c'est par exemple les requins qui vont manger des poissons proies qui, eux, ne vont manger que du plancton. Donc, les poissons prédateurs, tels que les requins, vont augmenter de manière assez importante pendant donc, la Première Guerre mondiale, alors qu'il y a moins de pêche. Et donc, il s'est demandé pourquoi est-ce qu'on observait ce phénomène. Et l'hypothèse qu'il a émise est la suivante. Il s'est dit qu'en fait, la pêche, ça perturbait l'équilibre naturel au sein donc, de la mer. Et ça faisait que, en fait, le fait de pêcher faisait qu'il y avait moins de poissons proies tels que les sardines. Et donc, les poissons prédateurs tels que les requins avaient moins de nourriture et pouvaient donc moins se reproduire. Et c'est pour ça que lorsqu'il y a de la pêche, eh bien, il y a moins de poissons prédateurs. Et en revanche, lorsqu'il y a moins de pêche, eh bien, on observe une recrudescence du nombre de poissons prédateurs. Mais il a demandé, du coup,
à son beau-père, donc Vito Volterra, de lui proposer une démonstration mathématique pour essayer de valider l'hypothèse qu'il avait émise. Et c'est comme ça donc que Vito Volterra s'est intéressé à ces problèmes de représentation, donc des interactions entre les proies et les prédateurs. Alors moi, dans mon exposé, je n'ai pas utilisé les données sur les requins et les sardines, mais plutôt d'autres données qui sont également très utilisées justement pour étudier le modèle proie-prédateur de Lotka et Volterra. Ce sont les données concernant les lynx du Canada et les lièvres d'Amérique. Donc ici, le prédateur, c'est le lynx du Canada, donc qui est un animal qui est très recherché pour sa fourrure et également pour sa chair par les chasseurs. C'est un animal qui est exclusivement carnivore et qui dépend de très près de sa proie principale, qui est le lièvre d'Amérique. Donc, il y a des écologues qui ont fait des recherches et qui ont montré, en fait, en regardant les estomacs des lynx qui avaient été tués, que le lynx se nourrissait énormément de lièvres d'Amérique. Donc, ils ont montré qu'en hiver, il pouvait se nourrir jusqu'à 60% de lièvres et puis en été 40%, mais que s'il y avait beaucoup de lièvres, eh bien, il pouvait se nourrir jusqu'à 90% que de lièvres. Donc, c'est vraiment la proie principale de ce prédateur qu'est le lynx du Canada. En moyenne, il consomme entre 170 et 200 lièvres par an. Ensuite, donc, on a notre proie. Notre proie, ce sera ici donc, le lièvre d'Amérique. Sa caractéristique, c'est que ce lièvre change de couleur de fourrure entre l'été et l'hiver. Voilà, vous avez des petites photos. Et donc, effectivement, on a le lynx ici qui va chercher à attraper. Eh bien, impossible de l'avoir, de l'enlever de ça. C'est bon? Donc ici, on voit donc le lynx qui va chercher à attraper sa proie. Ok, donc on a des données réelles, ce qu'on appelle des données réelles, qui ont été récupérées sur les lynx du Canada, sur les populations de lynx du Canada entre 1821 et 1934. Donc pour chaque année, on a pu avoir l'effectif de lynx et on a simplement relié ces points pour obtenir cette courbe. On reviendra sur ces données plus tard. Donc, en fait, ces données, elles ont été obtenues grâce à un gros travail de compilation de données à partir de registres qui répertoriaient toutes les ventes de fourrure entre les années 1821 et 1934. Et donc, ce sont les deux chercheurs Elton et Nicholson qui ont fait ce travail de compilation et qui ont montré les premiers ce qu'on observait, ce phénomène ici périodique qui était observé, ces variations cycliques. Donc, ce qu'on voit, c'est que la fréquence des oscillations, elle est assez constante dans le temps. Donc, entre les différents pics, on a à peu près le même nombre d'années qui s'écoulent. Ils ont montré que c'était environ 9,6 ans. Et en revanche, l'amplitude des pics, eh bien, elle varie selon les années qu'on considère. Et rapidement, en fait, les variations cycliques de la population de lynx, elle a été reliée à l'évolution de la population de lièvres d'Amérique, qui était connue pour tous les 10 ans avoir une baisse dans leurs effectifs. Et donc, si on représente donc, en bleu les lynx et en rouge les lièvres, eh bien, on voit effectivement qu'il y a des pics qui apparaissent à peu près en même temps. Voilà, donc dans toute la suite de l'exposé, j'utiliserai ces couleurs. En bleu, ce sera le prédateur qui représentera donc le lynx, et en rouge, la proie qui représentera le lièvre. Et donc, ce qu'on va chercher à faire, c'est essayer de voir si on peut obtenir un modèle mathématique, donc une représentation avec des équations mathématiques, pour essayer de retrouver ce type de représentation, donc ce type d'évolution entre donc, le nombre de lynx, et puis en bleu, et le nombre de lièvres en rouge. Alors, les objectifs sont les suivants. Donc, dans un premier temps, on va essayer de faire un modèle, comme je vous ai défini tout au début sur la première slide, c'est-à-dire on va chercher à proposer une représentation à l'aide d'outils mathématiques pour modéliser, représenter l'évolution au cours du temps du nombre de proies et du nombre de prédateurs, en prenant en compte justement le fait qu'un prédateur rencontre une proie et que le prédateur mange la proie.
Une fois qu'on a proposé cette représentation, ce modèle, eh bien, on va pouvoir faire ce qu'on appelle des simulations. C'est-à-dire qu'on a un modèle qui va tourner et donc on va pouvoir, à différents temps, obtenir des effectifs à partir du modèle qu'on a obtenu. On va pouvoir avoir l'évolution de nos populations de proies et de prédateurs au cours du temps. Et l'avantage, c'est que comme on va travailler à partir d'un modèle, on va pouvoir faire varier différents paramètres. Par exemple, dans notre modèle, on va sûrement devoir prendre en compte le nombre moyen de naissances chez les proies ou le nombre moyen d'interactions ou de rencontres entre une proie et un prédateur. Ces paramètres-là, on va pouvoir les modifier et voir comment est-ce que les données, voir comment est-ce que l'évolution est modifiée et voir si ça colle plus ou moins bien à ce qu'on a pu observer dans la vraie vie. Ok, une fois qu'on a fait, donc les simulations, ça va permettre de faire une étude, on appelle ça une étude qualitative. Une fois qu'on a fait ça, on va se poser la question de l'estimation, puisque nous, on a des vraies données, d'accord? Ça, ce sont des vraies données qui ont été obtenues dans la nature, et on aimerait que le modèle qu'on propose soit le plus proche possible de ce qu'on a pu observer dans la réalité. Et donc, pour faire ça, on va chercher à calibrer, à adapter les paramètres de notre modèle, de sorte que les données qu'on va générer à l'aide de notre modèle collent au mieux, soient le plus proche possible des données qui sont observées dans la nature. Et donc, une fois qu'on aura fait ça, on aura un modèle qui va bien représenter, ou en tout cas qui va représenter au mieux la réalité. Un modèle n'est toujours qu'un modèle, donc c'est jamais la réalité, mais en tout cas, on va avoir un modèle qui s'approche au mieux de la réalité. Eh bien, on va pouvoir faire ce qu'on appelle de la prédiction, de la prévision. Et c'est-à-dire qu'on va pouvoir dire, OK, on a les données jusqu'à telle date, on a pu calibrer notre modèle avec ces données et on aimerait savoir, dans 10 ans, comment aura évolué les populations de lynx et la population de lièvre. Et quel est l'intérêt de faire ce type de travail? Par exemple, ce n'est qu'un exemple, mais ça permet d'avoir des arguments pour aller voir les chasseurs et limiter, par exemple, la chasse si on se rend compte que, attention, le nombre de lynx est en train de diminuer de manière importante et qu'il risque d'y avoir une extinction de cette espèce si on ne limite pas la chasse. Voilà pour l'introduction. Donc maintenant, je vais passer au modèle dont je vous parle et je vais commencer par vous présenter le modèle en temps discret. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en temps discret? Donc après, on verra le modèle en temps continu. Donc en temps discret, c'est simplement que le temps, la variable temps, va être modélisé par un entier. Ça permet dans un premier temps, d'avoir un modèle assez simple et déjà de pouvoir un peu voir comment ça va se comporter si on suppose que le temps est discret. Donc, pour faire ceci, je vais considérer les notations suivantes. Donc, xn, ça va être le nombre de lièvres pour l'année n. Et yn, en bleu, ce sera le nombre de prédateurs, donc ici le nombre de lynx pour l'année n. Pour pouvoir proposer un modèle, on a besoin de faire des hypothèses simplificatrices. Pour ceux qui étaient là hier à la présentation d'Aline, à l'exposé d'Aline, elle disait effectivement on commence toujours par un modèle simple et on le complexifie au fur et à mesure. Là, c'est pareil, on va commencer par un modèle assez simple, peut-être qu'il sera peu réaliste, mais ça va permettre déjà de voir un peu comment ça se comporte et puis au fur et à mesure de le complexifier. Donc ici, on va supposer que pour les proies, donc ce que j'appelle le taux de natalité, donc c'est la proportion moyenne de naissance chez les proies, eh bien, elle est supposée constante égale à 1. Et on suppose que la proportion moyenne de mortalité chez les proies, elle est proportionnelle à yn, qui représente donc le nombre de prédateurs au temps n. Et donc, ça va être une constante b fois ce nombre de prédateurs. Ça, c'est assez normal puisque les prédateurs vont manger les proies. D'accord? Donc, plus il va y avoir de prédateurs, plus il va y avoir de mortalité chez les proies. Ensuite, chez les prédateurs, donc on va supposer qu'on a un taux de mortalité qui est constant équivaut C, et on va supposer que la proportion moyenne de naissance chez les prédateurs, elle est liée uniquement au nombre de proies qui vont être mangées, donc proportionnelle au nombre de proies, et elle va être sous la forme D fois Xn. Plus le prédateur, donc plus le lynx va manger de lièvres, et plus il va pouvoir se reproduire.
Donc ce modèle, effectivement, il est peu réaliste dans le sens où il y a plein de choses qu'on ne prend pas en compte. Par exemple, on ne prend pas en compte le taux de mortalité naturelle des proies. Ici, on ne prend pas en compte le taux de natalité naturelle des prédateurs. Mais comme je vous ai dit, c'est un premier modèle et on va déjà voir ce qu'on obtient à l'aide de ces hypothèses qui sont un petit peu simplificatrices. Alors, comment est-ce qu'on va calculer le nombre de proies au temps n plus 1 ? Eh bien, le nombre de proies au temps n plus 1, il va être égal au nombre de proies au temps n, auquel s'ajoute le nombre de naissances. On a dit qu'il était constant égal à A, donc A fois le nombre de proies au temps n. Et puis, on retranche les proies qui sont mortes parce qu'elles ont été mangées par les prédateurs. Donc, c'est le B fois YN. Je n'ai pas remis partout le signe fois, d'accord, mais c'est A fois XN, B fois YN fois XN. Donc, voilà pour le nombre de proies au temps N plus 1. Et chez les prédateurs, au temps N plus 1, le nombre de lynx, eh bien, il va être égal au nombre de lynx au temps précédent, donc au temps N, auquel on enlève les lynx qui sont morts d'une mort naturelle avec un taux de mortalité égal à C, donc c'est C fois YN, auquel s'ajoutent finalement toutes les naissances qui vont avoir lieu grâce au fait que le prédateur va pouvoir manger des lièvres. Donc c'est D fois XN fois le nombre de prédateurs au temps N. Et donc, on obtient un système que j'ai réécrit ici. J'ai simplement regroupé, d'accord, les XN entre eux et les YN entre eux. Donc, j'ai ce système ici qu'on appelle un système de deux suites récurrentes. Donc, avec l'équation pour les proies et l'équation pour les prédateurs. Et on voit que ces deux équations, eh bien, elles sont couplées puisqu'on a le terme ici XN, YN, qui caractérise l'interaction entre les lièvres XN au temps N et les prédateurs YN au temps N. Alors, ce qu'on voit à partir de ce modèle, c'est qu'à tous les instants N, on peut calculer XN et YN de proche en proche. Donc, je vous ai mis un exemple. Si on se donne ici, complètement au hasard, les taux de naissance, de mort et puis d'interaction qui sont tous égaux à 0,5 et que je pars de donc ce qu'on appelle une condition initiale, c'est-à-dire au début de l'étude, au temps 0, on a ici, j'ai supposé qu'on avait 2 lynx et 10 lièvres. Comment est-ce qu'on va se comporter ce modèle-là ? Eh bien, ce modèle-là, on va pouvoir déjà commencer par calculer au temps 1, donc l'année d'après, combien est-ce qu'on va avoir de proies et combien est-ce qu'on va avoir de prédateurs. Donc l'année d'après, il suffit de remplacer n par 0 dans cette équation. On a donc x1 qui vaut 1 plus a fois x0 moins b x0 y0. Avec ici les valeurs que j'ai données aux différents paramètres et aux conditions initiales, eh bien j'en déduis que x1 vaut 5. De la même façon, y1, je remplace n par 0 ici et j'obtiens que l'année d'après, eh bien on a 11 lynx et 5 lièvres. Et puis on peut continuer comme ça. Si on veut x2, il faut remplacer n par 1. Donc ici, il va falloir remplacer par les valeurs x1 et y1 de ce côté-là des équations. Et on a les valeurs x1 et y1 qu'on a obtenues à l'étape précédente. Et donc, ainsi de suite, jusqu'à obtenir le temps n, donc les effectifs au temps n qui nous intéressent. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'on va pouvoir s'intéresser à l'évolution de ces populations au temps n en faisant varier soit d'une part ces conditions initiales, x0 et y0, puisque si on change x0 et y0, ça va changer x1 et y1, etc. Et ça va changer xn et yn. Ou bien, je peux également changer les valeurs des paramètres A, B, C, D pour voir comment va se comporter le modèle en changeant ces paramètres. Ok. Donc là, j'ai d'abord représenté le modèle sans prédation, c'est-à-dire que je suppose que les termes ici B et D de ce côté-là sont nuls et donc du coup il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas de rencontre entre les proies et les prédateurs. Dans ce cas-là, avec les hypothèses qu'on a mises, on a les proies qui vont se reproduire avec un taux constant A, donc les proies qui ne vont faire que grandir, et les prédateurs, eux, qui ne vont pouvoir que mourir. Donc, si on représente ça sur un graphique, donc vous avez en abscisse ici les années, d'accord? Donc, ce sont des entiers de 1 à 10.
au temps 0, donc c'est les conditions initiales. Et ici, vous avez les effectifs, c'est-à-dire le nombre de proies en rouge et le nombre de prédateurs en bleu. Ce qu'on voit, donc ici, je pars avec ces conditions initiales-là. Donc, je pars avec une seule proie, donc un seul lièvre, et je pars avec 20 lynx. Et ce qu'on observe, c'est que les lièvres, eux, ils vont faire que croître très rapidement. Et les prédateurs, eux, très rapidement, ils vont atteindre 0 et il n'y aura plus de prédateurs. On voit effectivement qu'ici, le modèle, il n'est pas très réaliste, d'accord, parce que les proies, elles vont pouvoir croître à l'infini très rapidement, et les prédateurs, eux, très rapidement, ils vont atteindre 0. Donc maintenant, j'ai rajouté ici les deux termes que j'avais enlevés qui permettent la rencontre entre la proie et le prédateur. Et ici, je pars avec 53 000 lièvres et puis 9 000 lynx. Je vous ai représenté, donc toujours en abscisse, le temps et en ordonnée les effectifs. J'ai fixé les paramètres C, B et D et j'ai simplement fait varier ici le taux de naissance chez les proies. Donc A, d'accord, c'est le taux de naissance chez les proies. Donc si je prends un taux de naissance de 0,9, on voit ici un phénomène d'oscillation à la fois pour les proies en rouge et pour les prédateurs en bleu. On voit que la courbe bleue est bien en dessous de la courbe rouge puisque je pars avec beaucoup moins de prédateurs que de prédateurs que de proies. Et on voit qu'on a des oscillations avec une amplitude qui ne cesse d'augmenter. Maintenant, si je décide de diminuer le taux de naissance des proies, bien dans ce cas-là, ce qu'on observe, c'est qu'au départ, donc, les prédateurs augmentent un tout petit peu, ils vont pouvoir se nourrir de proies. Du coup, le nombre de proies va diminuer assez rapidement. Et il se trouve que du coup, il ne va plus y avoir assez de proies pour que les prédateurs puissent se nourrir correctement. Et du coup, ce qu'on observe, c'est que les prédateurs, ils n'ont plus de quoi manger. Et donc, hop, ils tombent très vite à zéro. Et à partir du moment où il n'y a plus aucun prédateur, eh bien les proies vont pouvoir à nouveau croître indéfiniment puisqu'il n'y aura plus de prédateurs pour les manger. Alors on peut donner une autre représentation qui permet de voir ce qui se passe en temps long. C'est ce qu'on appelle un diagramme de phase ou un portrait de phase. Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est simplement, on représente ici le nombre de prédateurs en fonction du nombre de proies. Donc, on part du point de la croix qu'il y a au milieu, là que vous voyez, j'espère, au milieu, qui est donc toujours les conditions initiales qui sont donc ici 53 000 lièvres et 9 000 lynx. Donc, on part de ce point-là. Je vous ai mis la flèche pour vous donner le sens dans lequel il faut lire cette trajectoire. Donc, au départ, on part de là. On voit que le nombre de prédateurs augmente et le nombre de proies diminue. Et puis, arrivé à un certain moment, eh bien, le nombre de proies n'est plus suffisant pour que les prédateurs puissent se nourrir. Et donc, on observe ici ce phénomène où les prédateurs, finalement, diminuent, et ils diminuent suffisamment pour que les proies puissent à nouveau se reproduire correctement et donc augmenter. Et donc là, on a de nouveau les proies qui augmentent et donc les prédateurs peuvent à nouveau se nourrir. Donc les prédateurs, on dit donc sur cet axe-là, augmente jusqu'à un certain seuil. Et puis à partir d'un certain moment, il n'y a plus assez de proies pour que les prédateurs se nourrissent et donc ils décroissent et ainsi de suite. Et on observe ici ce phénomène d'oscillation, exactement de la même façon qu'on l'observait sur ces courbes-là, où finalement, il y a ces oscillations entre le nombre de prédateurs et le nombre de proies. Si maintenant on diminue le taux de natalité sur le même graphique, donc c'est juste pas la même échelle, d'accord? Donc pareil, on part toujours du même point ici, donc c'est-à-dire 53 000 proies et puis 9 000 prédateurs. Au départ, donc le phénomène qu'on observait, on a le nombre de prédateurs qui augmente et le nombre de proies qui diminue, puis plus assez de proies. Donc les prédateurs, hop, ils tombent très rapidement à zéro. Et donc ensuite, les proies qui, elles, ne sont pas nulles au moment où les prédateurs s'éteignent, vont pouvoir indéfiniment se reproduire. Donc voilà pour le modèle à temps discret, pour une première étude qualitative du modèle à temps discret. Maintenant, on va s'intéresser à ce qui se passe en temps continu. Quel est l'intérêt? Donc le temps continu, ça veut dire qu'on suppose que notre variable temps, c'est plus un entier, mais c'est un nombre réel. Quel est l'intérêt de se placer en temps continu?
on va avoir, alors certes, le modèle en temps discret est beaucoup plus simple que le modèle en temps continu, mais le modèle en temps continu va rendre beaucoup mieux ce qui se passe dans la réalité, puisqu'on va pouvoir à tout instant regarder ce qui va se passer, et donc on aura quelque chose de beaucoup plus précis. Alors, comment est-ce qu'on va passer du modèle que je viens de vous présenter au modèle à temps continu? Donc ici, au lieu d'écrire xn, le nombre de lièvres, je l'écris, c'est une notation uniquement, x de tn. Donc c'est le nombre de x, c'est le nombre donc, de proies, donc le nombre de lièvres, autant tn, et tn, dans notre cas précédent, ça valait petit n. D'accord? Donc si je reprends mon équation ici pour simplifier l'équation sans terme de prédation, donc sans le terme de rencontre entre la proie et le prédateur, eh bien je peux réécrire cette équation de la façon suivante. C'est exactement la même chose, simplement j'ai distribué xn et j'ai fait passer xn de l'autre côté, donc j'ai xn plus 1 moins xn qui est égal à axn, et puis je divise simplement par n plus 1 moins n qui vaut bien 1. D'accord, donc ce dénominateur, je l'ai écrit, mais en fait, il vaut 1. Et donc, j'ai bien que cette équation-là, c'est exactement la même que celle-ci. Et donc, l'idée, pour passer en temps continu, c'est au lieu de prendre des entiers pour les temps, et puis de passer d'un temps à un autre par une unité de temps, eh bien là, on va prendre une fraction du temps. Et donc, on va multiplier notre année n par un dt, où dt, finalement, ça va être une constante entre 0 et 1. Et donc, on va obtenir un tn qui sera une fraction de n. Donc, si je considère ça et que je réécris cette équation, donc en utilisant cette notation-là, xn plus 1, d'après ce que j'ai écrit là, c'est x de tn plus 1, moins xn, xn c'est x de tn, divisé par n plus 1, ici je vais le noter tn plus 1, moins n moins tn est égal à x de tn. Et donc l'idée, c'est de remplacer tn égale n par tn égale n fois dt. Et ce qu'on va vouloir faire pour passer en temps continu, ça va être d'avoir des distances, donc des intervalles de temps très petits. Donc pour passer du temps tn au temps tn plus 1, on veut que ce soit un très très court instant. Et donc si je calcule tn plus 1 moins tn, ça vaut dt. Donc ce qu'on veut, c'est que le dt il soit le plus petit possible pour que du coup, on ait quelque chose qui soit en temps continu. Et donc, simplement, ici, cette équation, je l'ai réécrite en remplaçant tn plus 1 par n plus 1 fois dt, tn par n fois dt, et je fais tendre le pas de temps, donc l'intervalle de temps entre deux temps successifs vers 0, et je vais noter ce que j'ai écrit là, simplement dx sur dt. Donc, c'est une notation, d'accord? C'est la dérivée de x par rapport au temps t. Et donc, toutes les équations que j'ai écrites en temps discret, je peux les réécrire en temps continu de la façon suivante. Donc, sans prédation, mon système, il s'écrit dx sur dt. Donc ici, c'est ce qui représente l'accroissement entre deux instants successifs. C'est égal à a fois x, où a, c'est toujours donc, le taux de naissance des proies. Et dy sur dt, c'est moins c fois y, où c, c'est le taux de mortalité chez les prédateurs. Ok, donc si je représente maintenant la solution associée à ces équations différentielles, j'obtiens exactement le même type de courbe que précédemment. Le principe, en fait, pour tracer ces courbes, alors ici, c'est ce qu'on appelle donc des équations différentielles, comme vous avez présenté Aline hier. Et c'est des équations différentielles ici qui sont très simples et qu'on sait résoudre. Mais en pratique, pour tracer ce type de courbe, en fait, on utilise cette relation-là, c'est-à-dire qu'on va discrétiser, mais avec des pas de temps très très petits. Et donc, on va obtenir des choses beaucoup plus précises que dans le modèle à temps discret. Alors, maintenant, je rajoute mon terme de prédation, et là, ça complique les choses parce qu'en fait, ce système, on ne peut pas le résoudre. Et donc, on va effectivement l'approcher en utilisant justement une discrétisation, c'est-à-dire que notre temps continu, finalement, on va le considérer en des instants discrets. Et voilà ce qu'on observe. Donc, on voit ici que le nombre de proies et de prédateurs évolue de manière cyclique. Donc, ici, oui, j'ai oublié de préciser, pour simplifier, j'ai pris B et D qui sont les mêmes, d'accord, qui sont égaux. Ça ne change pas grand-chose, simplement les amplitudes qui, du coup, sont les mêmes. Et donc, ce qu'on voit, c'est que
à peu près à partir d'ici, on repart avec les mêmes conditions initiales, d'accord, pour les proies et les prédateurs, et on obtient exactement le même signal pour le nombre de proies et de prédateurs. Okay. Et donc, si on représente maintenant ce qui se passe dans le plan de phase, donc toujours je représente les prédateurs en fonction des proies, eh bien j'obtiens quelque chose qui est très différent de ce qu'on avait obtenu dans le cadre du modèle discret. J'obtiens ici cette forme ici, ce qu'on appelle un ovoïde. Donc je pars ici de une proie, un prédateur, qui est le point qui est ici. Et je me déplace, je vous ai mis le sens dans lequel le sens vers lequel je vais, c'est comme ceci. Donc au départ, on a très très peu de proies. Et donc, les prédateurs, ils ne peuvent pas trop manger. Donc, les proies peuvent se développer tranquillement sans que les prédateurs ne les mangent trop. Et puis, arrivé à un certain stade, il y a suffisamment de proies pour que les prédateurs commencent à se nourrir. Et donc, les prédateurs vont se nourrir. Et le nombre de proies, lui, il va diminuer. Il va diminuer jusqu'à un certain seuil. Et puis là, il n'y a plus assez de proies donc, pour que les prédateurs se nourrissent. Et donc, le nombre de prédateurs va diminuer jusqu'à réatteindre l'état initial. Et on reprend indéfiniment comme ça. C'est ce qu'on observait déjà ici, ces cycles-là qui vont se reproduire indéfiniment. Donc, c'est ce qu'on observe. Quand il y a peu de proies, les prédateurs peuvent se développer. Dès lors que les proies augmentent, et les prédateurs vont pouvoir se développer et il va pouvoir y avoir un nombre plus important de prédateurs. Donc là, j'ai tracé plusieurs trajectoires, 15 trajectoires exactement. Alors, comment je les ai obtenues? J'ai simplement changé mes conditions initiales. Donc, j'ai fait varier le nombre de lièvres au début entre 1 et 5 et le nombre de lynx au début entre 1 et 5. Et pour chaque x0, y0, j'ai tracé la trajectoire associée. Ce qu'on observe, c'est que les trajectoires, elles tournent toutes ici autour d'un même point que j'ai représenté avec une croix au milieu et que simplement l'amplitude de ces trajectoires va dépendre de la distance du point initial à ce point au milieu qu'on va étudier. Alors, ce point au milieu, qu'est-ce qu'il vaut et qu'est-ce qu'il représente? Ce point au milieu, en fait, c'est ce qu'on appelle un état d'équilibre. Un état d'équilibre, c'est un couple d'effectifs, donc un nombre de proies et un nombre de prédateurs, tel que si je pars au temps 0 de ce point-là, je resterai en ce point-là, je ne bougerai pas. Ça veut dire qu'on n'a aucun accroissement autour du temps, du nombre de proies ou du nombre de prédateurs. Alors, comment est-ce que ça s'écrit sur notre système? Ça veut dire que ici, notre accroissement, donc ça, je vous rappelle, c'est ce qui est représenté, ce qui est représenté, donc ça représentait l'accroissement entre le temps Tn et le temps Tn plus 1. Ça, on veut que ce soit nul, puisqu'on veut que ce soit aux 2 instants exactement le même nombre de proies. Donc, ça revient à écrire dx sur dt égale à 0 et de la même façon, dy sur dt égale à 0. Et donc, ça revient à résoudre le système. Là, j'ai mis en facteur xe, facteur de a moins b ye égale à 0, et ye, facteur de bxe moins c qui est égal à 0. Et donc, je résous ce système pour obtenir les points d'équilibre. Alors, il y a un premier point d'équilibre évident, c'est le point xe égale à 0 et ye égale à 0. C'est ce qu'on appelle le point d'équilibre trivial, évidemment. S'il n'y a aucune proie et aucun prédateur, il n'y aura jamais aucune proie et aucun prédateur. On restera toujours au point 0, 0. Maintenant, il y a un autre point d'équilibre qui est non nul, non trivial, qui est le point donc, tel que xe est égal à c sur b et ye est égal à a sur b. Et ce point d'équilibre, c'est exactement ce point que vous avez au milieu. Si on part de ce point, on reste en ce point et sinon, toutes les autres trajectoires vont tourner indéfiniment autour de ce point d'équilibre et les amplitudes de ces trajectoires seront d'autant plus grandes que les conditions initiales seront loin de ce point d'équilibre. Donc voilà. Alors maintenant, on va un peu s'intéresser à voir comment évolue le système si on bouge un petit peu les paramètres de notre modèle. Donc je vous rappelle que A, c'était le taux de naissance des proies. Et donc dans cet exemple-là, j'avais pris A égale à 1, B égale à 0,2 et C égale à 1. Si maintenant, j'augmente A et je le prends égal à 1,5. Qu'est-ce qui se passe? Dans ce cas-là, ce qu'on observe, c'est que
l'état d'équilibre, donc en violet, vous avez ce que j'ai représenté ici, donc avec ces paramètres-là. En orange, ce sont les nouvelles trajectoires quand on modifie le nombre de naissances. Ce qu'on observe ici, c'est que l'équilibre va être modifié. Le point d'équilibre, alors pour les proies, il va être exactement le même. En revanche, c'est ce qu'on voit là, hein, en revanche, pour les prédateurs, il va augmenter. Donc si on augmente la naissance des proies, finalement, il va y avoir d'autant plus de proies à manger et donc les prédateurs vont pouvoir d'autant plus se développer en mangeant des proies. Qu'est-ce qui se passe maintenant si j'augmente le taux de mortalité des prédateurs, si je les fais plus mourir? Eh bien, dans ce cas-là, on a le point d'équilibre qui se déplace sur la droite, donc il va y avoir plus de proies, puisque moins de prédateurs pour les manger. Par contre, l'équilibre des prédateurs, il n'est pas diminué. Il n'y a pas moins de prédateurs à l'équilibre. Ça va simplement déplacer le problème, puisqu'en fait, du coup, le nombre de proies va pouvoir augmenter. Et comme le nombre de proies va pouvoir augmenter, les prédateurs, même s'ils sont moins nombreux, ils vont plus facilement pouvoir se nourrir, puisqu'il y aura plus de proies autour d'eux, et donc ils vont pouvoir augmenter. Et donc finalement, ça bénéficie aussi aux prédateurs d'augmenter leur taux de mortalité. Qu'est-ce qui se passe maintenant si on diminue l'efficacité de la prédation? Donc on était à 0,2 pour le taux de prédation, maintenant je le mets à 0,15. Donc la rencontre entre les proies et les prédateurs. Là, ça change l'état d'équilibre à la fois pour les proies et les prédateurs. Et en fait, pas forcément dans le sens où on l'aurait pensé, puisque finalement, l'équilibre, il est plus élevé pour les proies et pour les prédateurs. Les proies, du coup, vu que le taux de prédation il est moins important, elles vont pouvoir plus se développer avec notre modèle. Et du coup, comme avant, les prédateurs, même si le taux de prédation est plus faible, ça va être plus facile pour eux de trouver des proies à manger, et donc ils vont pouvoir augmenter assez rapidement. Donc finalement, ce qu'on voit avec ce modèle, c'est que ce qui bénéficie le plus aux prédateurs, c'est de ne rien faire. Parce que s'ils ne font rien, il suffit d'attendre pour eux que les proies croissent. Et comme on a mis un taux de croissance égal à 1 constant, donc les proies, elles vont croître de manière exponentielle. C'est la courbe que vous aviez quand il n'y avait pas de prédation. Du coup, il va y avoir énormément de proies et ils n'auront plus qu'à attendre que les proies leur tombent dans la bouche. Donc, en fait, on voit ici les limites de ce modèle de Lotka-Volterra. Et en même temps, c'est aussi comme ça que Volterra a pu expliquer à son beau-fils ce qui s'est passé, puisque la pêche faisait qu'en fait, il y avait moins de poissons proies qui étaient pêchés, donc il y avait plus de poissons proies pour les prédateurs pour qu'ils puissent se nourrir, et donc on a pu observer que les prédateurs se développaient plus pendant la Première Guerre mondiale. Donc effectivement, sans prédateurs, on disait que le nombre de proies augmente indéfiniment, donc finalement les prédateurs, ils ont intérêt à ne rien faire. Et ça, c'est une limite très forte de ce modèle, puisque en fait, on ne prend en compte aucun facteur externe qui viendrait perturber, limiter donc la croissance des proies. Ensuite, tel qu'on a proposé le modèle, on suppose que le nombre instantané de proies tuées est directement proportionnel au nombre de proies présentes. C'est-à-dire qu'on se dit, tout prédateur, il est capable de tuer instantanément un nombre infini de proies. Donc ça aussi, c'est pas très réaliste. Et puis, on a un modèle continu en temps et en effectif. Donc, finalement, dans ce modèle, aucune des deux populations ne va pouvoir s'éteindre, puisque les effectifs ils vont pouvoir devenir très, très petits de manière infinie, mais ne jamais atteindre 0. Alors, pour répondre à cette première limite du modèle, un modèle qui a été proposé, donc oui, pardon, avant de passer donc, à comment est-ce qu'on peut faire pour résoudre ce problème-là de limite du milieu pour les proies, c'est de dire qu'en fait, on se rend compte qu'écrire un modèle mathématique pour représenter quelque chose qui se passe dans la nature, c'est très compliqué. Et c'est très compliqué parce qu'en fait, il y a plein de phénomènes complexes qui ont lieu et on ne peut pas prendre en compte dans un modèle. Donc, il va falloir, quand on écrit un modèle mathématique, j'y reviendrai à la fin, trouver un juste milieu entre un modèle suffisamment complexe pour rendre compte de ce qui se passe dans la réalité, mais pas trop complexe parce que sinon on n'arrivera jamais à choisir les paramètres et voilà, on aura plein de problèmes liés à la complexité du modèle.
Alors, une possibilité pour résoudre ce problème que, avec le modèle de Lotka-Volterra, les prédateurs, ils n'ont rien besoin de faire pour pouvoir, s'ils ne font rien, ils peuvent se nourrir facilement des proies qui croissent indéfiniment. Eh bien, c'est de limiter le milieu pour les proies. C'est-à-dire qu'on va dire, et c'est la réalité, d'accord, dans un milieu naturel, il y a la nourriture des proies qui est limitée. Et pour ce faire, on va introduire ce qu'on appelle ici K, qui est la capacité de charge, et qui représente le nombre maximum d'animaux qu'un territoire donné peut tolérer. Et donc, on rajoute à notre équation ce terme-là, moins ax au carré sur k. Alors, qu'est-ce que fait ce terme-là? On voit que si x est plus petit que k, ce terme-là, il est bien positif et du coup, on aura bien croissance des proies, mais un petit peu moins forte que précédemment. En revanche, si x dépasse sa capacité de charge, c'est-à-dire que si à un moment donné, il y a tellement de proies qu'il n'y a plus assez de quoi les nourrir dans le milieu dans lequel ils sont, eh bien, ce terme-là va dépasser 1, donc ça va être négatif et finalement, le nombre de proies va avoir tendance à diminuer. Donc, ça va limiter la croissance du nombre de proies en fonction de la capacité du milieu. Et donc, dans ce cas-là, eh bien, ça modifie en fait l'état d'équilibre. Et ce qui est assez étonnant, c'est que ça ne modifie pas l'équilibre des proies, mais ça modifie en fait l'équilibre des prédateurs, puisque comme on l'a vu, plus il va y avoir de proies, mieux vont pouvoir se reproduire les prédateurs. Et donc finalement, ça va également jouer sur le nombre de prédateurs à l'équilibre. Et donc dans ce contexte-là, on obtient ce type de portrait de phase. Donc si j'ai les prédateurs en fonction des proies, et bien là, je pars de ce point-là, donc je suis partie de 5 proies et 3 prédateurs, et je vais dans ce sens-là. Et là, au lieu d'avoir un système qui explose, eh bien j'ai un système qui, dans le temps, à un moment donné, va arriver au point d'équilibre ici, qui est ce point-là. Donc voilà une manière de limiter la croissance des proies et de prendre en compte ça dans le modèle de Lotka-Volterra. Alors maintenant, je vais passer à ma dernière partie, qui est donc l'estimation des paramètres du modèle de Lotka-Volterra. Donc, je repars de mes données au départ. Donc, j'avais des données pour les lièvres et pour les lynx. Donc là, je vous ai mis, donc vous avez les années et le nombre de lièvres en rouge. Et donc, je relis ces points pour obtenir les courbes que je vous avais données au tout début de la présentation. Et je fais pareil pour les lynx. Donc voilà, j'ai mes données. Mes données, ce sont les points rouges et bleus pour chaque année, le nombre de lièvres et le nombre de lynx. Ce que je vais vouloir faire, ça va être à l'aide de mon modèle de Lotka-Volterra, de trouver les paramètres de mon modèle pour que mon modèle, il me permette de simuler des données qui soient le plus proche possible de ce type de données-là. Alors, l'idée, ça va être de trouver les paramètres A, B, C du modèle qui permettent d'obtenir donc des données les plus proches possibles de mes données réelles. Pour ce faire, je vais définir X observé de T. Ça va être le nombre de proies observées au temps T. Donc, ça va correspondre au point rouge, le nombre de lièvres chaque année observés. X chapeau, ça va être mon nombre de proies, donc le nombre de lièvres qui va être prédit par mon modèle au temps T. Y observé, ça va être le nombre de prédateurs observés au temps T, donc ça va correspondre au point bleu. Et puis, Y chapeau, ce sera le nombre de prédateurs prédit par mon modèle au temps T. Alors, ici, on va faire, pour obtenir les paramètres A, B, C qui permettent d'obtenir le meilleur modèle, on va faire ce qu'on appelle la méthode des moindres carrés. L'idée est la suivante. Donc, on a vu qu'on pouvait faire varier A, B, C et que le modèle se comportait différemment selon les choix qu'on faisait pour ces paramètres. Donc ici, on va se donner plein de valeurs pour les paramètres A, B, C. Enfin, en tout cas, on va se donner plusieurs valeurs pour A, pour B et pour C. Et pour chacun des triplés A, B, C de valeurs qu'on va choisir, on va faire tourner notre modèle. Et donc, on va obtenir un X chapeau pour les paramètres A, B, C et un Y chapeau pour les paramètres A, B, C en les différents temps qui nous intéressent. OK, ensuite, je vais, pour chacune de mes solutions, pouvoir calculer ce L, cette fonction L, qui dépend de A, B, C. Donc, je vais regarder l'écart entre ce que j'ai obtenu pour mon modèle pour les proies, donc ce X chapeau A, B, C, au temps TI, et ce que j'observe dans la vraie vie pour l'année TI. Et je somme sur l'ensemble des années, je prends au carré, d'accord, pour que ce soit quelque chose de positif, et je somme sur l'ensemble de mes années. Donc là, vous voyez, on a plein d'années le temps, ici, on a plein de TI.
On a TI égale 1860, TI égale 1880, et puis tout ce qu'il y a entre 1860 et 1880. Donc, c'est ça les TI. Et donc, je vais regarder mon écart entre ce que mon modèle me donne, avec les paramètres ABC choisis, et ce que j'observe dans la vraie vie. Et je mets au carré. Et pareil pour les prédateurs. Je regarde ce que mon modèle me donne pour ABC et ce que j'observe dans la vraie vie au carré. Et ce que je veux, évidemment, c'est que X chapeau soit le plus proche possible de X observé et Y chapeau le plus proche possible de Y observé. Donc, je veux trouver les paramètres ABC tels que ces différences-là soient les plus petites possibles. Et je vais choisir finalement ABC qui minimise ce critère, donc tel que ce L de ABC soit le plus petit possible. Et là, j'aurai le modèle, en tout cas à partir de ce modèle-là, qui colle au mieux aux données. Alors, qu'est-ce qui se passe si je fais ça avec les données que je viens de vous présenter? Voilà ce qu'on obtient. Donc, vous avez les vraies données qu'on a observées dans la vraie vie, ce sont les points rouges pour les lièvres, les points bleus pour les prédateurs. Et en bleu, la courbe bleue et la courbe rouge, ce sont les courbes obtenues à partir de mon modèle, celui-ci. Et avec les paramètres les mieux que j'ai pu trouver pour ce modèle. Donc, on voit que ça ne marche pas très très bien. Ici, on voit que les points rouges sont pas mal sur la courbe rouge. Ah oui, et les segments que vous voyez, c'est les distances justement entre les vraies observations et puis les observations prédites par notre modèle. Donc, on voit que là, c'est très mal prédit, par exemple. D'accord ? On voit que notre modèle, il nous dit qu'on est là, alors que dans la vraie vie, on est ici. Donc, on n'est pas très bon. Pour essayer d'améliorer ça, on s'est dit, qu'est-ce qui se passe si on estime aussi les paramètres initiaux x de 0 et y de 0, puisqu'on a vu que si on faisait varier donc le nombre de lièvres au temps initial et le nombre de lynx au temps initial, eh bien, ça modifiait également le comportement du système. Donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, on a refait la même procédure, sauf qu'au lieu de chercher A, B, C, qui minimisait notre critère, on a cherché A, B, C, X de 0 et Y de 0. Et on a obtenu, du coup, les estimations suivantes. Donc, on voit qu'on est quand même bien meilleur que précédemment. D'accord ? Les écarts sont moins grands, sauf par exemple ici où on n'est pas très bon, ici également. Et ça, c'est vraiment lié au modèle, puisqu'en fait, notre modèle, il nous permet d'obtenir uniquement des oscillations qui sont d'amplitude constante, alors que nous, on a pu observer que certaines années, eh bien, il y avait beaucoup plus de population de lynx et de lièvres, par exemple. Et ça, notre modèle ne permet pas de le prendre en compte. Alors, là, je vous ai représenté séparément donc, la population de lièvres et de lynx pour que vous voyez. Donc, on voit quand même que notre estimation, qui est la courbe bleue, elle n'est pas trop mal par rapport aux données qu'on a et compte tenu du fait qu'on ait un modèle qui soit quand même relativement simple. Alors, pour conclure, on a vu que le modèle, il était assez simple, mais qu'il donnait déjà des résultats intéressants et qui nous permettait déjà de voir comment évoluer les populations les unes par rapport aux autres. Évidemment, il est beaucoup trop simpliste et c'est ce qu'on voit ici, d'accord ? Quand il y a des phénomènes un peu particuliers qui se passent, le modèle ne le prend pas du tout en compte. Par exemple, on pourrait imaginer complexifier le modèle en prenant en compte des phénomènes naturels qui pourraient se produire et qui pourraient expliquer que telle année, il y a une chute impressionnante, par exemple, de lynx ou au contraire une recrudescence de lynx. Ça, pour le moment, dans le modèle, on ne l'a pas du tout pris en compte. De même, comme je vous l'ai dit, on n'a pas pris en compte les taux de mortalité naturelle, les taux de natalité naturelle. Et puis, on n'a pas pris non plus en compte le fait que, par exemple, un lynx, quand il va manger un lièvre, il ne va pas manger l'intégralité du lièvre. Donc, il va manger une proportion du lièvre qui va lui permettre d'augmenter sa reproduction, mais d'une certaine manière. Donc, on peut complexifier notre modèle autant qu'on veut. Évidemment, on a déjà vu, là, on a 3 paramètres à adapter, à calibrer, A, B, C. Plus on va complexifier, plus on va avoir de paramètres à choisir et plus ça va être compliqué. Et donc, c'est pour ça qu'il est nécessaire de travailler avec des biologistes, en particulier ici des écologues. C'est aussi ce que vous disiez Aline hier dans l'exposé. Elle disait que voilà, elle travaillait vraiment en lien avec les physiciens, les informaticiens. Nous, c'est la même chose, mais avec des écologues, des biologistes, qui sont capables de prendre en compte au mieux les caractéristiques spécifiques des espèces étudiées et des milieux dans lesquels les espèces évoluent. Alors nous, on a un travail en cours avec Pauline, qui est ici présente, et puis donc des écologues de Paris-Saclay.
Et l'objectif, c'est à l'aide de ce type de modèle que je viens de vous présenter, mais un peu plus complexifié, de prédire l'évolution du nombre de renards et de chats, qui représentent les prédateurs, et du nombre de lapins, d'oiseaux et de petits rongeurs, qui représentent donc les proies, sur le plateau de Saclay d'ici à 10 ans. Et l'objectif, c'est en fait le plateau de Saclay, donc c'est là où est l'école centrale Supélec, c'est près de Paris. Et il a énormément évolué ces dernières années, puisque avant, c'était uniquement des champs. Et que maintenant, voilà, l'objectif, c'est créer un gros campus où il y a, donc vous n'avez pas pu venir cette année malheureusement, mais voilà, il y a plein d'écoles, plein d'universités qui vont sur ce plateau pour créer donc un gros campus. Et donc, le plateau a énormément changé. Et donc, les écologues ont des données sur plusieurs années de ces renards, chats, lapins, oiseaux, rongeurs. Ils étudient les crottes de renards et de chats pour savoir qu'est-ce qu'ils ont mangé, les renards et les chats, etc. Et ils sont intéressés à savoir dans 10 ans comment auront évolué ces différentes populations. Et donc voilà, on travaille avec eux, c'est très intéressant, mais on voit la difficulté qu'on a à proposer un modèle mathématique qui prenne en compte suffisamment la complexité de ce qui se passe dans la nature. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Des références, je vous remercie et puis n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Merci beaucoup, Sarah. Est-ce qu'il y a des questions? Questions. Je ne vois pas de main, mais je ne sais pas ce qu'il y a dans le chat. Ah, voilà. Je ne vois pas la question pour l'instant. Conversation. Ah, applaudissements. D'accord. Bravo, Sarah. Merci. D'accord. Un grand merci. Alors moi, j'avais une question, si je peux. Bien sûr. Voilà, tout à l'heure, tu as parlé du modèle de proie prédateur à croissance logistique. Je vais m'afficher, voilà. Non, mais en fait, oui, non, mais moi, c'était l'étape d'après. Est-ce que tu as estimé les paramètres, le paramètre K? Parce que tu as expliqué que sur le modèle le plus simple, tu trouvais, en estimant les paramètres A, B et C, eh bien, tu ne trouvais pas vraiment ce qu'il fallait. Mais si tu prends le paramètre K, est-ce que parce que tu trouves quelque chose qui oscille de manière régulière, hein, mais si tu prends le paramètre K, en plus, est-ce que tu arrives à quelque chose qui marche mieux? Alors, ici, je ne l'ai pas fait pour cet exemple-là. Nous, avec notre échange avec les biologistes, le paramètre K, c'est un paramètre qui nous donne, nous, qui savent relativement bien estimer. Et donc, ce n'est pas un paramètre qui cherche à estimer, mais qui nous est donné par les biologistes. Donc, j'avoue, c'est pour ça que je n'ai pas cherché à l'estimer ici, mais ce serait intéressant de le faire pour voir effectivement si on arrive à l'estimer correctement. Non, mais alors à ce moment-là, est-ce que si tu prends le paramètre, tu prends ton deuxième modèle plutôt que ton premier modèle, ouais. K étant fixé, puisqu'ils le connaissent, est-ce que là, parce que ce que tu as montré, c'est que dans ton premier modèle, tu voyais quelque chose qui oscillait régulièrement. Oui, et tu ne peux pas voir les pics. Alors, est-ce que si tu prends le modèle avec K, tu vas avoir des pics ou pas? Voilà, c'est ça la question. K est fixé. Alors, effectivement, ça permettrait d'avoir des amplitudes qui diffèrent. J'avoue, je n'ai pas essayé de le faire, mais tout le problème étant effectivement de fixer après ce paramètre K. Alors, soit on cherche à l'estimer, dans ce cas-là, on voit si on arrive à l'estimer correctement et si on arrive du coup à mieux coller à ces phénomènes un petit peu particuliers. Après, je ne suis pas sûre que ces phénomènes-là, on puisse les expliquer uniquement en rajoutant une capacité de charge. Je pense qu'il y a des événements environnementaux qui doivent être pris en compte. Il faudrait aller regarder sur ces années ce qui s'est passé. En plus, qui permettrait d'obtenir ces différents pics-là un petit peu avec des valeurs extrêmes. Alors, j'ai une question. Merci beaucoup, Sarah. Une question dans le chat. Je vais la poser puisqu'on est proche de la fin. Du lycée de Reims, est-ce qu'une chaîne de 3 espèces est très difficile à étudier? Et là, entre parenthèses, c'est est-ce que c'est un peu comme l'étude des 3 corps célestes, ça devient chaotique? Voilà, une deuxième question. Qu'est-ce que ça donne avec plus que 2 espèces?
Et puis, il y a des mains levées. Alors là, les mains levées, je ne les vois pas. Elles sont là, les deux. Je n'arrive pas à voir les mains levées. Bon, merci. Sarah, à toi. Alors, oui, on peut traiter avec plusieurs espèces. D'ailleurs, c'est ce qu'on essaye de faire avec Pauline et les écologues sur le plateau de Saclay. Dès lors qu'on rajoute des espèces, ça rajoute des équations. Donc là, je vous ai présenté deux espèces, donc on avait 2 équations. Si on a 3 espèces, on aura 3 équations avec des interactions entre chaque espèce. Donc à chaque fois, ça complexifie énormément le modèle, mais c'est tout à fait envisageable. Nous, on l'a fait avec 6 espèces, 2 espèces de prédateurs et puis 4 espèces de proies. Et du coup, on a d'autant plus de paramètres à calibrer puisque il y a les interactions entre les espèces, il y a des préférences alimentaires aussi à prendre en compte parce que les renards, ils vont peut-être préférer manger les lapins que les rongeurs, enfin des choses comme ça. Donc, ça complexifie le modèle, mais ça donne pas des choses, normalement, ça donne pas des choses chaotiques, sauf si on a mal calibré les paramètres. Donc, il y a une question dans le chat qui est de Ferry, dans une main levée, Ferry, qui voudrait poser sa question. Bon, je ne vois pas Ferry qui a levé la main. Est-ce qu'ils veulent poser leur question? Il faut mettre votre micro. Je suis un élève de Madame Ferry et on se demandait si, vous aviez dit que la Première Guerre mondiale avait beaucoup changé la population. Et est-ce que le confinement a eu aussi cet effet sur les populations ou si ça n'a pas beaucoup changé? Alors, c'est une question intéressante à laquelle je ne saurais pas répondre parce qu'il faudrait aller observer sur le terrain si effectivement on a une modification. En plus, je pense qu'il faudrait avoir peut-être un peu plus de recul, mais c'est pas impossible parce qu'effectivement, moins de circulation. Alors, ça dépend aussi où, dans quel endroit on se place pour s'intéresser à quelle population, mais effectivement, moins de trafic routier, moins de peut-être des entreprises qui travaillent à moins fort régime, des choses comme ça. Peut-être la chasse aussi qui est un peu réduite, même si elle a été autorisée. Toutes ces choses-là font qu'effectivement, on va peut-être observer des phénomènes un petit peu atypiques par rapport à ce qu'on avait les dernières années du fait du confinement. Mais voilà, il faudrait aller récupérer des données sur le terrain pour pouvoir observer ça. OK, merci beaucoup. Moi, je crois qu'on est à peu près à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y avait Reims, mais Reims a posé sa question dans le chat, donc je pense que c'est répondu. Voilà. Merci beaucoup. Il y a Quentin, non, qui a levé la main? Je n'arrive pas à voir. En fait, on ne peut pas voir le chat et les mains en même temps, donc c'est... Bon, voilà. Bon, écoutez, merci beaucoup, Sarah. Je ne sais pas, je pense que maintenant, vous êtes encouragés à aller dans les salles A et B, parce qu'on m'a dit. Voilà. Super, merci beaucoup.